Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Avec Guillaume Tabar, donc ce vendredi encore. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Guillaume, mercredi soir, la France entière, et vous-même bien sûr, et moi aussi, on était tous sous l'émotion de l'épouvantable assassinat du professeur Samuel Paty. Depuis hier, on semble avoir rebasculé complètement dans la crise du Covid-19. Est-ce qu'il n'y a pas, Guillaume, tout de même quelque chose d'absolument terrifiant dans cet enchaînement d'actualités? Aussi terrifiant et vertigineux pour l'exécutif qui doit gérer deux tsunamis, la menace islamiste d'un côté, la menace sanitaire de l'autre, de dangers évidemment de nature totalement différente, mais qui chacun justifie une mobilisation totale de la nation, et pourtant ces fronts, il faut bien les gérer en même temps. Alors ajoutez à cela, Bernard, notre société d'information dont le rythme est en partie dicté par les chaînes d'infos et où on a l'impression qu'il n'y a de place que pour un sujet à la fois, pour un sujet qui va occuper tout l'espace disponible jusqu'à la saturation. Donc pendant 5 jours, on n'a parlé que de terrorisme, comme si le Covid n'était plus là. Et là, on rebascule entièrement dans le Covid, comme si la question de l'islamisme était désormais épuisée. Alors oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'éprouvant pour nous tous, et d'éprouvant au sens originel du mot, pour le gouvernement. Certes, vous me direz qu'il n'y a jamais de période calme, mais depuis la crise des Gilets jaunes, il y a quand même un enchaînement de séquences qui toutes mettent à vif et éprouve, je reprends le verbe, la résistance de la société. On a envie de dire, pour l'instant ça tient, mais pour combien de temps encore? D'ailleurs, moi j'ai été très frappé par les termes de M. Castex hier. Il a vraiment parlé clair, le mois de novembre sera éprouvant. C'est très rare d'entendre un Premier ministre dire une chose pareille. Venons-en, Guillaume, aux nouvelles annonces de couvre-feu. Est-ce que, selon une possible probabilité, c'est la dernière étape avant reconfinement? Dernière ou avant-dernière, entre-temps, il peut encore rester la possibilité d'un allongement des plages horaires du couvre-feu, passer de 20h à 20h, voire 19h, ou encore le généraliser à tout le pays. Ce qui est sûr, c'est que ça y est, on est dans la deuxième vague, elle est violente, elle est nationale, et la partition n'a jamais été aussi délicate pour le gouvernement, car d'un côté, il doit empêcher un débordement des capacités d'accueil hospitalières, et pour ça, il faut bien limiter les échanges et la circulation, et de l'autre, il ne peut pas non plus se permettre de remettre à l'arrêt toute l'activité du pays, car pour le coup, l'économie ne s'en relèverait pas. Oui. Donc position délicate en termes de communication, car il doit à la fois convaincre qu'il fait tout pour éviter un reconfinement, sans jamais jusqu'à exclure qu'il doit finalement en arriver là, localement ou nationalement, comme on le voit à nouveau dans certains pays européens. Autrement dit, responsabiliser suffisamment pour faire reculer le virus, sans provoquer une anxiété qui serait contre-productive. Vous voyez, décidément, il n'est pas facile en ce moment de piloter la France. C'est exactement ce que nous nous disions pendant l'écran de publicité, juste avant votre intervention, Guillaume Tabar, et on se disait ça aussi avec notre invité, qui est bien sûr en studio, et je l'en remercie. Il est 8h15, et cet invité, c'est le général Pierre de Villiers. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. L'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, bonjour. Bonjour monsieur. Vous publiez chez Fayard votre 3e livre, L'équilibre est un courage. Alors, je voudrais que vous racontiez d'abord aux auditeurs la genèse de ce livre. Il s'est passé quelque chose, vous avez rencontré des gens qui vous ont fait office de déclencheur. En fait, c'est ça. J'étais frappé depuis déjà de nombreux mois par les fractures de notre pays lors de mes Tours de France précédents, mais au Mans, en novembre 2018, au début des Gilets jaunes, oui. J'étais à l'abbaye de l'Épau pour une intervention et ensuite des dédicaces, 1700 personnes, la salle archi-bourrée, 3 salles déportées d'ouvertes, un peu en catastrophe par les organisateurs. Je fais mon intervention et démarre ensuite, 3 quarts d'heure après, les dédicaces. Et là, très rapidement, en début de fil, arrive une dame qui me dit « Mon général, je suis très inquiète ». Elle avait vraiment les larmes au bord des yeux et son inquiétude était palpable. Alors, vous savez, c'est les yeux dans les yeux, oui. Les dédicaces. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Sans masque, à l'époque. Et à l'époque, sans masque, c'était plus facile. Elle me dit « Je suis inquiète pour samedi ». Samedi, elle faisait allusion à la manifestation qui arrivait des Gilets jaunes. Elle me dit parce que mon mari veut monter à Paris, oui. Et mon fils, qui est CRS,
sera mobilisé et je crains qu'ils ne s'affrontent mutuellement. Donc son mari était gilet jaune, son Exactement. fils était policier. Face à face. Ok. Et là, je me suis dit, quand on en arrive à ce stade, au sein même d'une famille, à être dans un état où on peut aller jusqu'à l'affrontement physique, réfléchissons un peu plus loin à cette unité nationale qui est en train de partir en quenouille. Et je suis rentré, je me souviens très bien, dans la nuit à Paris, et en voiture, j'ai réfléchi à tout ça. Le lendemain, j'ai commencé à prendre ma plume, et puis j'ai réfléchi à mon expérience militaire, en fait. Nous, on intègre tous les ans, dans les armées, 25 000 jeunes par an. Oui. Et donc, des jeunes dans leur diversité, de milieux, d'origine, de confession, on en fait des unités opérationnelles et on les emmène parfois jusqu'au sacrifice suprême pour la France. Et ils vous le disent, pour Oui. les valeurs, pour la paix, pour quelque chose qui les dépasse. Je me suis dit que c'était peut-être utile, non pas comme un modèle transposable, bien sûr, la spécificité militaire n'est pas forcément applicable au civil. C'est pas la même chose, mais comme un laboratoire. C'est possible puisqu'on y arrive avec la jeunesse. Alors, donc, en fait, ce troisième livre est un peu comme les deux premiers, une sorte de tour de France d'un pays qui ne va pas bien, qui s'appelle la France. Et puis, vous proposez vous avez des pistes, vous faites un constat et vous avez des pistes. Donc le constat, c'est la France oubliée, la France exclue, les parents qui doivent être les premiers éducateurs, la vocation très singulière de l'Hexagone dans le monde, le bonheur dans le travail, pas de régalien sans social. Tout ça, à chaque fois, vous proposez des pistes de réflexion, voire de solutions. Excusez-moi, Monsieur de Villiers, mais ça ressemble à un programme politique. Oui, alors Même si vous n'aimez pas qu'on vous le dise, ça ressemble à un programme politique. Non, c'est pas un programme politique, c'est une stratégie. Alors j'accepte le mot politique parce que effectivement, face aux fractures que je décris dans toute ma première partie, qui sont multiples et multiformes, j'ai un raisonnement politique au sens noble du terme. C'est la chose publique, hein, la politique. L'organisation des affaires de la cité, voilà. Effectivement. Mais c'est pas un marchepied politique au sens où on l'entend classiquement avec un programme. Je ne traite pas de la question comment, je traite de la question quoi et pourquoi. Je reste dans la stratégie, je ne suis pas dans la tactique. Aujourd'hui, de mon point de vue, pour des raisons d'urgence permanente, nous sommes dans l'actualité. Ça vient d'être dit d'ailleurs par Guillaume Tabar. On passe le drame de 5 jours sur l'islamisme et on repart sur le Covid. Et après, il y aura encore quelque chose derrière. Moi, je crois qu'on manque de hauteur et de profondeur. Et ce livre, c'est pour prendre de la hauteur et de la profondeur, et pas simplement dans le constat, parce que sinon on va se jeter depuis la falaise, tous ensemble, en disant la France va mourir. Non, moi je crois que la France est un grand pays qui a des rayons d'espérance et qui a des solutions. Alors, il y a des solutions, mais une fois de plus, j'en reviens, puisque vous proposez des solutions. Enfin, c'est pas une époque anodine, Pierre de Villiers. Ça, c'est vrai. On est bien d'accord. Et puis en plus, on est maintenant à 2 ans de la présidentielle. Et ça, alors, ok. Donc, vous voulez pas vous lancer dans la politique. On est d'accord. Écoutez, j'ai pas écrit ce livre pour ça. Pour faire de la politique. J'ai écrit ce livre parce que je pense que je peux apporter quelque chose dans la transformation de la société et du monde que nous sommes en train de vivre par mon expérience. Je veux transmettre. Mais apporter quelque chose à quel titre? Donc, comme ancien général d'armée, certes, mais par exemple, est-ce que des politiques vous ont fait des appels du pied pour que vous deveniez leur conseiller? Au titre de la réconciliation nationale, au titre de mon expérience d'unification de gens très divers pour les emmener au service de la France, à ce titre-là. Donc en commençant par l'éducation, le régalien, le social, la culture, le sport, parce que tout ça, ça a été mon expérience. Et depuis 3 ans, j'ai enrichi mon expérience avec ces rencontres avec les Français. Ce livre est nourri, vous l'avez dit très judicieusement, de mes rencontres avec les Français et les Français. Je pense que les problèmes sont sur le terrain, mais les solutions sont sur le terrain aussi. Bon, alors, je répète, est-ce que vous avez eu des propositions d'hommes politiques? Je rencontre. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent rejoignez-nous, pas forcément pour vous présenter, mais on a besoin de gens qui réfléchissent pour nous? Alors vous avez tout à fait raison, je rencontre beaucoup de gens très divers, pas simplement des hommes politiques, mais des hommes politiques qui souhaitent me rencontrer. Je rencontre beaucoup des entreprises, les petites et les grosses, et je rencontre beaucoup de jeunes dans leur diversité, les jeunes des cités, mais aussi les jeunes surdiplômés, toute la jeunesse.
Je rencontre énormément de gens. Je crois en la puissance de la rencontre. Et dans notre société de l'instantané, en plus maintenant déshumanisée parce que masquée, nous sommes en train de perdre cette richesse qu'est la rencontre. Vous avez vendu 350 000 exemplaires de vos 2 premiers livres, Servir et Qu'est-ce qu'un chef? Ça veut dire quoi, Pierre de Villiers? Ça veut dire que vos idées plaisent, tout comme plaisent celles de Nicolas Sarkozy, qui vend aussi beaucoup de livres, ou ça veut dire autre chose? 350 000, c'est phénoménal comme tirage, hein, comme vente, c'est phénoménal. Alors, moi je suis quelqu'un d'authentique, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je vais de surprise en surprise depuis juillet 2017. La surprise d'être parti dans le contexte qui a été à l'époque, la vous surprise... Vous n'avez aucun regret sur ce départ? Aucun. Non, quand vous vous retournez, vous dites j'ai bien fait. Aucun. Ça serait à refaire, je le referai. D'accord. Et je n'ai pas de regret, et je n'ai aucune amertume et aucune rancune. Alors ça surprend, c'est dû probablement à mon caractère, mais c'est dû au fait que j'ai tourné la page, j'ai maintenant des activités formidables, et comme je vous le disais, je rencontre des pépites, la France, ce sont des pépites partout où je vais, il y a des gens incroyables, il y a un génie. Non, je crois que dans ces 3 années, j'ai beaucoup appris, et j'essaie d'engranger ces idées pour inspirer les dirigeants d'entreprise, les dirigeants d'associations, de sport. Moi, je suis un passionné de football, également dans le football. Et puis, les politiques qui demandent à me voir, eh bien, évidemment, je les vois, bien sûr. Est-ce que votre frère vous avez le rapport que vous avez avec lui, mais est-ce qu'il vous conseille? Excellent. Oui, je crois qu'ils sont bons, vos rapports. Est-ce qu'il vous dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça? Est-ce qu'il vous pousse dans une direction ou il vous laisse comme électron libre? Alors, avec mon frère Philippe, je suppose que c'est de lui, oui, parce sûr, que j'ai aussi 2 autres frères chefs d'entreprise. Non, Philippe. Nous avons des relations très affectueuses et qui dépassent la simple unité familiale, parce que c'est comme ça. Lui a eu son chemin politique, il a créé le Puy du Fou, une aventure que j'ai connue en 78 au départ, une aventure extraordinaire, d'unité et de rassemblement. Ensuite, il a fait de la politique. Pendant ce temps-là, moi, à 16 ans, je suis parti à la Flèche pour préparer Saint-Cyr et j'ai été 43 ans dans l'armée. On a des itinéraires différents. On a en commun une chose qui s'exprime peut-être différemment compte tenu de nos itinéraires, mais c'est l'amour de la France. Ça, c'est ce que nos parents nous ont appris. Vous savez, notre père était engagé en politique, il était maire pendant des dizaines d'années, conseiller général, conseiller régional. Il nous a appris cet amour de la France et c'est ce que nous partageons tous ensemble en famille. Une dernière question, Pierre de Villiers. Vous ne l'avez peut-être pas lu ce matin dans les Échos. Il y a votre successeur, le général Lecointre, qui s'exprime à propos de l'engagement de la France contre le terrorisme, et notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et il dit: il faut imaginer un engagement majeur de la France d'ici 2030 dans cette région du monde. C'est-à-dire que nous n'en sommes pas partis, loin de là. Et un autre général français parlait de métastase du terrorisme islamique dans toute cette immense région. Vous qui avez encore un œil, j'imagine, sur ces questions de défense et d'engagement à l'étranger, qu'en pensez-vous? On est dans un monde dangereux, c'est pas nouveau, mais beaucoup plus instable. En fait, il y a 2 lignes de conflictualité qui sont simultanées et qui accroissent l'instabilité. La première, c'est le terrorisme islamiste radical, vous venez d'en parler, avec des métastases qui se développent dans le monde entier. C'est pour ça que la situation de la France, bien sûr la France est un des pays les plus visés pour des raisons historiques et symboliques, mais partout, et puis simultanément le retour des États-puissances. Et les 2 lignes de conflictualité s'entremêlent. Retour des États-puissances qui cherchent à regagner leur influence perdue, souvent des anciens empires, et tout ceci s'entremêle. En Afrique, au Proche et Moyen-Orient, on a 2 illustrations, mais aussi on voit bien la tension entre les États en mer de Chine à l'est de l'Europe. Donc évidemment, quand on voulait savourer les délices des dividendes de la paix à la chute du mur de Berlin en 89, on s'est trompé. Merci beaucoup. Pierre de Villiers, l'équilibre est un courage. Ça vient de sortir chez Fayard. C'est sous-titré dans un bandeau que j'ai enlevé, en l'occurrence pour montrer à la caméra. Ça s'appelle Réparer la France. Et Monsieur de Villiers, donc, l'a clairement dit à ce micro, ce n'est pas un manifeste pour se présenter à la présidentielle de 2022. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci et bon week-end à vous aussi. Merci à vous. Il est 8h25, 26 exactement. Match nul hier soir à Nashville entre Trump et Biden. C'était le dernier débat de la course à la Maison-Blanche. À tout de suite pour la note américaine de Laurent Saïm.